Je viens vous raconter aujourd'hui le résumé du procès du 5 septembre 2016 au tribunal de grande instance de Béziers qui m'opposait à 3 francs-maçons qui ont brillé d'ailleurs par leur absence. Il s'agit tout d'abord de l'instigateur Christian Porte, plainte pour injure publique, Jean-Pierre Ortolan pour diffamation et le sulfureux Dominique Lebel du château de Cassan pour diffamation également. Très surprenant ce que je dis lors du procès, très surprenant de voir maître Luc Abracadabravitch, ténor du barreau de Montpellier, connu pour défendre des terroristes, meurtriers, proxénètes et le milieu du grand banditisme, venir défendre dans une affaire d'injure Christian Porte, un simple vendeur d'aspirateurs. Dès le début du procès, j'ai montré ma détermination, mon calme et ma volonté d'en découdre et de faire des révélations dès que le président m'a donné la parole. Le président, c'était Monsieur Combes. J'ai pris à partie l'avocat de Christian Porte en lui disant qu'il était lui aussi franc-maçon, preuve à l'appui, en montrant immédiatement un document où il y avait une liste de 222 noms dont il faisait partie. Ensuite, j'ai parlé des relations incestueuses entre notables, politiques, milieu judiciaire et grand banditisme dans le Biterrois. J'ai même montré au président Combes un tableau qui prouve tout cela, avec des photos, des noms et leurs fonctions. J'ai longuement parlé de la franc-maçonnerie à Béziers. J'ai immédiatement attaqué sur les liens entre Christian Porte et le milieu du grand banditisme, depuis sa jeunesse dans les années 60. Ce lien perdure encore aujourd'hui. J'ai révélé le nom des personnes utilisées contre moi et qui sont bien à chaque fois des proches de Christian Porte. J'ai révélé également que Fabien Porte, président du MEDEF de Béziers, fils de Christian Porte, l'idole civique du banditisme biterrois, et Michel M, ont contacté le 9 mars le milieu du grand banditisme pour rechercher des individus pour me passer à tabac. Je parlerai également des 14 personnes du milieu du grand banditisme utilisées contre moi, toujours proches de Christian Porte. Je donnerai certains noms. J'ai également donné le nom des 50 personnes du milieu judiciaire que l'on trouve dans mon affaire et l'on constate qu'il y en a 36, ce qui fait 36 francs-maçons, ce qui fait 74% du milieu judiciaire dans mon affaire est contrôlé par la franc-maçonnerie. À la fin de mon droit de parole, j'ai dit « Je suis convaincu que Christian Porte et son associé Patrice Deville ont un lien avec mes 2 incendies criminels du 29 et 30 avril 2014. Je les soupçonne d'en être les commanditaires et d'être couverts depuis le début par la justice. » Et rajoute « J'irai jusqu'au bout même si je dois fouiller dans les poubelles. » Et elles ne sont pas propres à Béziers. Tout d'abord, tout au long du procès, mes révélations ont désarçonné la partie adverse. Les avocats de Christian Porte, Jean-Pierre Ortolan et Dominique Lebel ont été ridiculisés. L'avocat de Dominique Lebel, Raphaël Yolt Spitzer, nom bien français, a été complètement déstabilisé lorsque je lui affirme en la fixant « Vous êtes aussi franc-maçon ». Et lorsque je lui parle du château de Cassan, où s'est produit le 27 juin 2005 un accident très grave qui a laissé Grégory Ternicien, âgé de 20 ans, handicapé à 70%. Un silence macabre dans la salle. Tout le monde apparemment est très gêné par cette affaire que beaucoup de gens espéraient oublier, enterrer. Ce jeune homme a été forcé de monter sur une nacelle en mauvais état à 8 mètres de haut pour éclairer la sortie de plus d'une centaine de convives dans la grande cour d'honneur. C'était au château de Cassan, à côté de Rougeant. Grégory Ternicien intervenait dans cette soirée comme simple sommelier, non déclaré par Dominique Lebel d'ailleurs. Et il n'avait en aucun cas monté sur une nacelle inutilisable selon le loueur de l'engin. Problème de soudure. Immédiatement après la chute devant cette assemblée constituée essentiellement d'une centaine de francs-maçons réunis là pour la fête de la Saint-Jean, parmi lesquels on pouvait voir le couple de ville, procureur général Legras, Jean-Pierre Ortolan, Dominique Lebel, le député Élie Abou, l'ancien sénateur-maire Couder et bien d'autres notables. Tout ce beau monde a reçu l'ordre de rentrer dans la chapelle adjacente
avant l'arrivée des pompiers et de la gendarmerie. Ainsi, ni vu ni connu. Il n'y avait aucun témoin, de sorte que cet incendie a été bel et bien couvert par les magistrats présents. Lebel et un couple de magistrats ont retardé les secours. L'hélicoptère a dû atterrir sur le stade de Rougeant, à 3 km. C'était uniquement pour que Lebel puisse nettoyer et éteindre toutes les lumières pour que l'on ait l'impression que ce jeune homme est monté tout seul sur cette nacelle et personne ne l'avait vu, ce qui était complètement faux. En effet, Lebel a une lourde dette envers ce couple de magistrats. Les liens entre Christian Porte, Jean-Pierre Ortolan et Dominique Lebel sont multiples. Liens amicaux, sportifs, ASB, rugby, maçonniques et les liens d'affaires. Ils ont tous été présents le jour de l'accident. Ils sont donc tous unis par le sceau du secret et peuvent dire d'un commun accord « Je te tiens, tu me tiens » par un cadavre dans le placard. Assez beau la fraternité maçonnique. J'ai le dossier complet concernant l'affaire de Grégory Ternicien avec l'attestation d'Angélique Goré, alors présente lors du drame en tant que babysitter toujours non déclaré par Dominique Lebel, qui a sauvé ce jeune. En effet, les 100 francs-maçons présents le jour du drame ont bien reçu l'ordre de ne rien dire. Effectivement, ils n'ont jamais parlé, respectant ainsi le secret maçonnique et l'entraide. On voit ici la morale peu glorieuse de certains francs-maçons. Et là, ça concerne tous les francs-maçons présents. Les magistrats présents le jour de l'accident ont couvert Dominique Lebel. Le couple de ville qui avait été invité au château a bien évidemment pris cette affaire en main sans tenir compte de la victime. Il fallait d'abord protéger Lebel, le propriétaire du château. L'avocate de Dominique Lebel ne s'est pas exprimée sur cette affaire qui de toute évidence l'a mis très mal à l'aise et l'a vraiment déstabilisé. Dominique Lebel a bien participé à cette chasse à l'homme à mon encontre en bande organisée par Christian Porte et Jean-Pierre Ortolan, pour ne citer que les principaux concernant l'affaire de ce jour, mais l'ensemble des personnes utilisées contre moi servent de bouclier pour défendre un coup de magistrat. Personne n'est dupe, toujours le couple de ville. Monsieur le Président, il y a bien intention de nuire et mauvaise foi caractérisée de la part de Monsieur Lebel, Ortolan et Christian Porte, qui intentent ces procès contre moi. Je suis étonné par le courage de tous ces francs-maçons qui ne se présentent jamais au procès qu'ils me font. Ces gens-là brillent par leur absence. Ce ne sont que des pantins, toujours aux ordres de Christian Porte. Mais c'est surtout la dernière révélation qui a fait l'effet d'une véritable bombe, le 29 août dernier, quelques jours avant le procès, en disant que mon avocat, Maître Bance, m'indique que Fabien Porte avait indiqué qu'il serait prêt à me donner 500 000 € pour que je ne parle plus de cette affaire. Fabien Porte veut ainsi protéger son père de la prison. Voilà ce que j'ai indiqué lors du procès du 5 septembre. Maintenant, bien évidemment, il y a eu appel de ce procès et je vais vous raconter ce que j'ai pu dire. Lors du procès du 8 février contre Christian Porte en cour d'appel à Montpellier, je viens m'expliquer sur le terme idole civique du banditisme biterrois. Idole civique, cela veut dire que Christian Porte a réussi comme un dieu laïque. Cela s'appelle un oxymore, une obscure clarté, un silence assourdissant. Voilà. Au niveau social et professionnel, j'indique qu'il a une forte implication dans la cité, qu'il est patron de plusieurs magasins but et promoteur immobilier, trésorier du député Elie Abou lors des municipales en 2014, ex-président de l'ASB, franc-maçon, et qu'il finance également quelques clubs sportifs un peu spéciaux, qui travaillent surtout la nuit, dans la sécurité, qu'il finance aussi un couple de magistrats, entre autres pour un peu plus de 200 000 €. Pour toutes ces raisons que je viens de citer, il fait l'objet d'une admiration passionnée, voire excessive de la part de certaines personnes faisant partie du banditisme biterrois. Banditisme biterrois, ces termes se rapportent aux personnes qui idolâtrent Christian Porte,
personne qu'il connaît depuis sa jeunesse dans la période ville ouverte de Béziers. Et oui, ces personnes-là sont bien du milieu du grand banditisme. Mais je n'ai jamais écrit dans ce livre que Christian Porte faisait partie du milieu du grand banditisme. Si j'avais écrit que Christian Porte est l'idole civique du club des culs de jatte biterrois, cela ne va pas faire de Christian Porte un cul de jatte. D'ailleurs, quand on le regarde, il a bien ses deux jambes. Je n'ai jamais été contacté par des membres du club des culs de jatte biterrois. Par contre, j'ai bien été contacté par des gens du milieu du grand banditisme. Le 14 et le 17 février, je suis contacté par Jeannot Cardoville. Voilà. Je suis menacé à 2 reprises. Le 20 février, je suis bien contacté par Claude Moutou, qui me dit d'un ton menaçant, dans une brasserie, Christian Porte est un ami depuis très longtemps et son nom ne doit jamais être prononcé. Claude Moutou est un proche du milieu du grand banditisme aussi. Apparemment, ces menaces viennent de leur propre initiative, actes de défense et de protection engendrés par l'admiration excessive pour leur idole, tels des groupies qui peuvent faire tout et n'importe quoi pour lui plaire. À cette époque, je ne crée aucun lien entre ces menaces et Christian Porte. Voir mon livre, L'affaire de Ville, édité le 5/12/2014, page 189, où je donne clairement mon point de vue sur Christian Porte. Qu'est-ce que je dis ? Quels sont les liens de Christian Porte avec le milieu ? Apparemment, il n'y en a aucun. Puisque c'est un franc-maçon de haut grade, son père était un modeste fonctionnaire. Son fils est le patron du MEDEF à Béziers et serait membre de la GLNF. Porte ne connaît pas les voyous de Béziers, mais ceux-ci le couvent de leur affection non négligeable. Il ne peut donc être malhonnête. Pourquoi a-t-on oublié mes propos ? Je rappelle que jusqu'au 3 mars 2015, sorti de mon second livre, Une région sous la pieuvre, je n'avais jamais eu aucun problème, ni personnel, ni professionnel, avec Christian Porte, que je ne connaissais que de nom. Bizarrement, 3 jours après la sortie de mon second livre, le 3 mars 2015, Christian Porte se met en avant pour la première fois, en initiant une série de 6 référés pour faire retirer mon livre de la vente. Ils perdent à chaque fois, bien sûr, chaque fois des francs-maçons. Je tiens à rappeler que ces 6 référés ont été possibles grâce à l'appui servile de francs-maçons, tous entraînés par Porte au nom de la fameuse fraternité. Porte, en chef de meute, était escorté d'une vingtaine de courageux francs-maçons connus des tribunaux, des tribunaux et chambres de commerce. Quel est le but de cette manœuvre ? Personne n'est dupe. Tout d'abord, c'est la ferme volonté de protéger le couple de ville. Puis, ce qui dérange directement Christian Porte, c'est que je révèle qu'il a, en mai 2011, versé 200 000 € à un couple de magistrats, le couple de ville, toujours. Ce qui l'inquiète également, c'est l'affaire de la Camargue, où il est associé pour un montant de 2 millions d'euros. Avec qui ? Toujours le couple de magistrats de ville. Depuis les référés, Christian Porte montre une image de lui complètement différente de celle que j'ai décrite dans mon premier et second livre. Christian Porte oublie de dire que 3 jours après avoir perdu son référé, furieux, il demande à un employé des espaces verts de la mairie de Béziers, assidu d'un club de tir, de me passer à tabac, voire plus. Christian Porte oublie de dire que quelques jours après son référé, le 8 mars, son fils Fabien Porte, accompagné d'un de ses amis Michel M, contacte le milieu du grand banditisme pour me faire passer à tabac. De là, je déposerai d'ailleurs plainte. Et un policier, prenant ces menaces au sérieux, me prêtera un gilet pare-balles. 2 mois plus tard, j'indique aussi que le 4 mai, toujours Fabien Porte, fils de Christian Porte, demande à l'ami de son père, Jean Vernette, d'organiser une rencontre avec moi. Fabien Porte me conseille ce jour-là de passer à autre chose, d'oublier mon affaire, mes incendies, et m'ordonne de quitter la ville. Monsieur le Président, cela s'approche de propos mafieux. Cela sent la menace à plein nez. Christian Porte oublie de dire qu'il n'a de cesse d'entraîner ses amis francs-maçons à faire des référés contre moi et des plaintes pour diffamation. Au total, Christian Porte est l'instigateur, je vous le rappelle, de 11 plaintes contre moi. Ça s'appelle de l'acharnement. C'est une chasse à l'homme, Monsieur le Président. Les rôles sont inversés. La victime qui subit des menaces, des pressions, des intimidations, pire, 2 incendies criminels, il me semble que c'est moi.
c'est pas lui. Je n'avais jamais déposé plainte contre Christian Porte. Aujourd'hui, c'est fait. Cela suffit. Première plainte contre Christian Porte, en réponse à sa plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il avait déposée en novembre 2016, parce que j'avais distribué des tracts sur lui. Des tracts avec sa photo, la photo de ses amis, la photo de mes incendies, les faits, tous les faits. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai... Voilà. Et suite à ça, bizarrement, le procureur Calvé de Béziers classe sans suite. Alors que là-dedans, j'en dis beaucoup. Tout ce que je dis là, c'est dans tout ce que je distribue. Deuxième plainte que je dépose contre lui, il y en a ras-le-bol, le 16 janvier 2017, contre les deux commanditaires présumés des incendies, dont Christian Porte. Tous les faits, les indices et les mobiles et les intérêts communs ramènent toujours avant, pendant et après mes incendies à Christian Porte et à Patrice Deville. Autre point important à relever, mon avocat Maître Bance m'indique le 29 août 2016 que Fabien Porte est prêt à me donner 500 000 euros. D'accord ? Depuis mes incendies, mon avocat m'a conseillé de rassembler l'ensemble des faits nouveaux pouvant identifier les personnes ayant un intérêt à me faire taire. Monsieur le Président, voilà le dossier complet de plus de 2 ans d'enquête. Il faut que les coupables, les responsables et les complices qui sont acharnés contre moi, mon entreprise et ma famille en répondent devant la justice qui ne peut pas laisser des actes aussi graves. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une volonté collective, une mauvaise foi générale, une omerta corporative, ou pire que l'État lui-même, couvre les commanditaires de mes incendies. Ce n'est pas possible. Toutes ces plaintes contre moi initiées par Christian Porte ne sont qu'un écran de fumée pour retarder en réalité de traiter le fond de mon affaire. Christian Porte a bien participé à cette chasse à l'homme à mon encontre, en bande organisée, accompagné de Jean-Pierre Ortolan et Dominique Lebel, pour ne citer que les principaux concernant l'affaire de ce jour. L'ensemble des personnes utilisées contre moi servent bien de bouclier pour défendre un couple de magistrats. Personne n'est dupe, Monsieur le Président. Il y a bien l'intention de nuire et une mauvaise foi caractérisée de la part de Monsieur Christian Porte qui intente ses procès contre moi. Je suis étonné de voir que Christian Porte a réussi à entraîner autant de francs-maçons qui se sont rendus coupables d'une chasse à l'homme. Où est l'éthique maçonnique? Où est-elle? Je suis étonné par le courage de tous ces francs-maçons qui ne se présentent jamais au procès qu'ils me font. Ces gens-là brillent toujours par leur absence. Ce ne sont que des pantins aux ordres de Christian Porte, qui lui-même n'ose jamais venir au procès qui m'intente. J'espère que je n'ai pas à être inquiet quant au résultat de ce procès, sachant qu'il y a toujours dans ce bâtiment, là je parle au président de la cour d'appel, dans ce bâtiment, il y a toujours l'associé de Christian Porte, qui n'est autre que Brigitte Deville. Voilà ce que j'ai prévu de dire. Donc, j'ai résumé tout ce que j'avais pu dire lors de ce procès. Certaines choses, je n'ai pas pu les dire, mais également quelque chose qui est très intéressant. À la fin, j'ai du mal à croire encore à la justice, et je ne suis pas le seul. J'expliquerai pourtant à cette magistrate, qui est la présidente du tribunal, qui a eu une expérience de 10 années au pôle financier concernant la corruption et les affaires financières, c'est-à-dire Dominique de Talancé. Elle avait indiqué dans certains articles, à la radio et dans certaines interviews de journaux, qu'elle combattait la corruption, l'influence de la politique et de certains réseaux qui étouffaient certaines affaires. Elle se dit libre de toute influence. Donc, logiquement, dans ce procès contre Christian Porte, Jean-Pierre Ortolan et Dominique Lebel, si tout ce qu'elle dit dans les interviews et dans la presse correspond à ce qu'elle pense, il est évident qu'elle va condamner très sévèrement ces 3 personnes, vu tous les éléments qui lui ont été donnés lors du procès. Le jugement sera rendu le 17 mars 2007. Je rappelle aussi que le 3 avril 2007, il y aura un procès en appel que j'ai fait contre le journal Midi Libre et Patrice Deville à Aix-en-Provence. Parce que j'ai bien gagné contre Patrice Deville,
mais j'avais demandé 85 000, on m'a proposé 3 000 euros. On se fiche de moi complètement, donc j'ai bien fait appel et le jugement sera le 3 avril. Le couple de ville, je le rappelle, a essayé à plusieurs reprises, 3 reprises, de me poursuivre pour diffamation et ils ont perdu à chaque fois. Qu'est-ce que je rappelle aussi? Je rappelle devant cette présidente, Madame Dominique de Talancé, que Brigitte Deville, ex-présidente du tribunal de grande instance de Béziers, rétrogradée comme conseillère à la cour d'appel de Montpellier, perçoit encore aujourd'hui un salaire de 6 500 euros net pour traiter seulement 10 dossiers par an, alors que ses confrères sont obligés d'en traiter 200 par an. Elle ne travaille que le lundi. Pour une mise au placard, c'est une mise au placard dorée. Trouvez-vous normal, étant donné la lenteur de la justice, que cette magistrate bénéficie du même salaire pour n'effectuer que 5% de la masse de travail donnée aux magistrats de la cour d'appel de Montpellier? J'ai appris que la colère gronde chez les magistrats de la cour d'appel de Montpellier devant un tel traitement de faveur qui camoufle une mise au placard et un maintien de salaire pour une activité ridicule alors qu'elle aurait dû être écartée de la magistrature pour toutes les affaires qui lui sont reprochées. Je rappelle que ce couple de magistrats, pour privilégier ses intérêts personnels et celui de ses amis, a permis de ruiner apparemment des centaines de familles victimes tout au long de sa carrière. J'ai montré dans un de mes livres que le train de vie de ces deux magistrats était le double de leurs revenus, sans qu'aucune administration ne s'en inquiète. Les médias ne cessent de parler de l'affaire Cahuzac et l'affaire Fillon, mais étrangement, aucun journaliste ne s'intéresse à l'affaire Deville, qui est beaucoup plus grave. Je rappelle que je n'ai jamais été poursuivi pour dénonciation calomnieuse pour les 18 affaires de corruption que j'ai révélées dans mes livres, impliquant toujours ce couple de magistrats. Voilà ce que j'ai à dire sur le procès du 5 septembre contre Christian Porte, Jean-Pierre Ortolan, Dominique Lebel, et le procès qui a eu lieu le 8 février 2017, donc récemment, à la cour d'appel de Montpellier. Voilà ce que j'ai à dire pour ces deux procès que je viens d'expliquer. C'est terminé.